J'ai pas eu un bac comme tout le monde. Je l'ai eu, mais ça a pris du temps. Je l'ai eu au bout de la 3e tentative. Ah bien. Non, j'étais pas faite pour l'école, moi. C'était pas ça m'intéressait pas trop. Franchement, moi, j'étais très très forte à l'école jusqu'au collège, tu vois. Mhm. Et quand je suis rentrée au lycée, ça m'intéressait plus du tout. Je suis rentrée à l'EFAP un peu par hasard. J'y suis pas rentrée parce que j'avais une vocation de devenir attachée de presse. Moi, je ne savais pas ce que c'était le métier d'attachée de presse quand j'avais 20 ans. C'est quoi ça ? C'était un métier assez opaque déjà à l'époque, tu vois, pour moi. Pour ce nouveau numéro de Source d'inspiration, je reçois Sarah Gerlicher, entrepreneuse et attachée de presse lifestyle qui a travaillé au sein des plus grandes agences. Dans cet épisode, elle revient sur son parcours, les hauts et les bas qu'elle a traversés et dévoile ses plus beaux souvenirs. Salut Sarah. Salut Kevin, ça va ? Ça va, je suis ravi de te recevoir dans ce moi nouvel aussi. épisode. Moi aussi. Alors, on va commencer déjà par le commencement, l'enfance. Tu es né à Saint-Quentin, en Picardie. Oui. Tu es resté jusqu'à l'âge de 17 ans. Et quelle enfance tu as eue ? Alors Saint-Quentin, effectivement, ouais, j'y suis née et je suis partie un peu plus tôt. Je suis partie à mes 12 ans. D'accord. À mes 12 ans, mais c'est déjà incroyable que tu saches ça. Je suis partie au moment du... Mais non, mais en fait, j'ai des bêtises, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Excuse-moi. Pas de souci. Je suis partie à 17 ans, t'as entièrement raison. Je suis rentrée au lycée à Janson-de-Sailly à Paris. Ah bah ça fait un point commun avec moi parce que moi j'ai grandi à Arras dans le Nord. Ouais. Et je suis parti à 16 ans et demi avec mes parents, bien sûr. Ouais. Et je me suis installé en région parisienne en terminale. Quasiment pareil. Bah, même parcours. Mais toi, t'as quel âge ? Bah moi j'ai 32 ans. D'accord, donc on est à une dizaine d'années d'écart. C'est ça, ça va. Ça va, ça va. Et quelle enfance tu as eue ? J'ai eu une très belle enfance. Parents divorcés, mais ça s'est plutôt bien passé. Je vivais avec mon père quand mes parents ont divorcé. Et j'ai eu une période où j'ai vécu avec mes grands-parents. D'accord. Pendant quelques années. Parce que mon père, étant avocat, travaillait beaucoup, n'était presque jamais à la maison. Mmh. Il était très souvent sur les routes ou dans les avions. Et donc pour m'assurer un cadre familial sain et stable, j'avais mes grands-parents paternels qui, pendant quelques années, m'ont accueilli chez eux. Et c'est chez eux que j'ai grandi, que j'avais ce socle familial d'un homme, d'une femme, d'un couple qui s'adorait passionnément, qui s'aimait passionnément. Aujourd'hui, ça reste un exemple pour moi. Ces deux personnes, mes grands-parents paternels. Et voilà. Et tu es fille unique ou tu as des frères et sœurs ? Alors, du mariage de mes parents, je suis fille unique. Oui. Et puis après, ils se sont tous les deux remariés. Ma mère a eu un garçon, un fils, donc j'ai un demi-frère. Et mon père également s'est remarié. Et à son tour, il a eu une autre fille et un autre garçon. Donc j'ai en tout trois frères et sœurs, quoi. Mais en fait, je précise jamais que c'est mes demi-frères, tu vois. C'est mes frères et sœurs, oui, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est la Point famille, tout simplement. Il paraît que très jeune, tu étais fascinée par les médias. Tu t'imaginais même présentatrice du journal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, franchement, je sais pas vraiment d'où ça m'est venu. J'ai toujours été fascinée par l'univers des médias. Quand j'ai eu mon premier ordinateur portable, j'ai vécu assez vite seule à 18 ans, 19 ans. J'ai eu mon premier studio. J'ai été un peu indépendante. Puisque mon père, lui, est resté vivre à Saint-Quentin, en Picardie, avec ma famille. Et moi, je suis revenue à Paris à l'âge de 17 ans. Donc, j'ai vite été amenée à vivre seule, quoi, pour finir mes études. Enfin, pour finir mon lycée et commencer mes études supérieures. Et donc, j'ai eu mon premier ordinateur, je dois avoir 18-19 ans. Et je me souviens que j'utilisais le mode vidéo pour créer des JT. Et genre, je simulais que j'étais présentatrice télé et que j'enchaînais les titres, tu sais, les titres principaux. Mais j'étais nulle, c'était nul à chier, tu vois. Mais voilà, pour te dire, je ne sais pas d'où ça vient. Parce que j'ai pas de journaliste dans ma famille.
Mais je sais que l'infotainment m'a toujours séduite, intéressée. Je me suis dit, mais comment tu fais? Je me suis souvent demandé, mais comment tu fais pour capter l'attention des gens? C'est un vrai art, ça, de savoir capter l'attention des gens. Et moi, j'étais très mauvaise. Mais bon, ouais, ça m'intéressait beaucoup. Et je faisais mes premiers JT dans mon studio avec mon premier ordinateur. Mais je pense que c'est peut-être parce que tu étais fascinée par Claire Chazal. Ouais, peut-être. Ouais, d'ailleurs, je crois que c'était l'une des personnes, voilà, Claire Chazal, ou des hommes. Hein. C'était Poivre d'Arvor à l'époque. C'est ça. Ou même, il y avait même la Pix, déjà, Oui. à l'époque, qui commençait à émerger. Et donc, ouais, j'essayais de les imiter, quoi, de façon maladroite chez moi. Et puis en fait, ça a été le début parce que le milieu journalistique... En fait, je pense que voilà, c'est vraiment ce milieu des journalistes qui ont une curiosité forcément et exacerbée souvent, qui m'a beaucoup intéressée, beaucoup plu. Et moi aussi, en fait, je suis très curieuse. Il y a plein de sujets qui me passionnent. Je suis pas du tout monotâche, mono-sujet. Il y a des dizaines et des dizaines de sujets complètement différents qui m'intéresse, qui me passionne. Et donc ça rejoint ce que je fais aujourd'hui, quoi. C'était les prémices. Ah oui, exactement. Et qu'est-ce que tu as fait comme bac au lycée? Alors, le bac, on va s'étaler parce que j'ai pas eu un bac comme tout le monde. Je l'ai eu, mais ça a pris du temps. Je l'ai eu au bout de la 3e tentative, mon bac. Donc je me suis inscrite comme tout le monde. Je l'ai passé la première fois à 17-18 ans, je l'ai pas eu. Je me suis réinscrite, donc j'ai repassé une terminale. J'ai eu le rattrapage cette fois. Je n'ai pas été au rattrapage. J'étais un peu irresponsable, complètement irresponsable à cet âge-là. Je suis partie. Et en plus, j'ai pas voulu passer le rattrapage 3-4 jours après. Je me suis dit non, je suis pas prête, je vais le passer en septembre. J'ai envie de le passer en septembre, j'ai envie de réviser comme il faut pendant toutes les vacances. Le truc à ne jamais faire. Il y a vraiment une phrase, moi, qu'on m'a dite un jour et qui me reste au corps. C'est vraiment: ce qui est fait n'est plus à faire. C'était la pire idée de dire je le repasserai en septembre. Et voilà. Et évidemment, je n'y suis pas allée au rattrapage en septembre. J'ai menti à ma famille en leur disant que je l'avais eu. Ça a été une des plus grosses galères qui me soit arrivée, c'est de mentir sur un truc aussi gros, parce que ça a eu un impact. En fait, il y a eu un effet domino suite à ce mensonge qui est quand même énorme, de dire à ses parents qu'on avait le bac. Je me suis inscrite dans une école de communication en leur disant que j'avais le bac. Donc j'ai pas fait que mentir à ma famille ou à mes amis, j'ai menti aussi à des institutions qui étaient prêtes à me prendre pour que je commence mes études. Et j'ai mal commencé, mais au bout d'un mois, ils s'en sont rendus compte, parce que quand tu t'inscris dans une école, on te demande des papiers pour justifier de tes diplômes, que moi je n'avais pas. Et je pensais très naïvement que ça allait passer. Je leur disais: oh, je vous le donnerai le papier, je vous le donnerai. Et puis au bout d'un mois, ils m'ont dit: écoute Sarah, on a besoin de ce papier la semaine prochaine. Si tu ne nous le ramènes pas, on va être obligé de t'exclure de l'école. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai été exclue de l'école. Et du coup, c'est là que j'ai dû avouer. C'est vraiment pas quelque chose dont je suis fière, mais ça fait partie de ma vie. Et je pense que ça m'a vraiment secouée et appris beaucoup de choses. Du coup, j'ai dû annoncer la vérité à ma famille 6 mois après. J'aurais pu avoir des réactions très violentes ou des dos qui se présentaient à moi. Et en fait, j'ai un père, moi, très intelligent. En fait, moi, je voue une grande admiration à mon père et à mon beau-père. Mon père est le père de mon mari. Donc mon père, c'est le premier, quand même. Parce que la réaction qu'il a eue quand je lui ai avoué ce mensonge, t'imagines à quel point j'étais tellement mal de devoir lui dire une chose pareille. Je savais pas comment lui sortir, en fait. Et je m'attendais au pire de sa réaction.
Finalement, j'ai eu une réaction d'un homme déçu, mais qui tout de suite m'a dit « Écoute, Sarah, t'as fait une énorme boulette. Maintenant, il faut trouver une solution. T'as 20 ans, tu l'auras, ce bac. Tu l'auras, là, moi, ce que je veux, c'est que tu te réinscrives et que tu fasses tout ce qui est dans ton... tu feras tous les cours qu'il faut, tu rattraperas tout ce qu'il faut pour avoir ce... C'était quand même en octobre, tu vois, novembre. Donc le bac, c'était 6-7 mois après. On fera en sorte que tu aies ce bac en juin prochain. Ou en juin d'après, mais on s'en fout de la date à laquelle tu auras ton bac, mais tu l'auras. Et je te soutiendrai. Donc j'ai eu une chance énorme d'avoir ce père à ce moment-là qui réagit comme ça. Bon, très déçu, je veux pas te cacher, il m'a pas pris dans les bras. Mais il a toujours été là pour moi. Et ça, et heureusement. Tu vois, il a eu cette phrase aussi à cette époque, il m'avait dit « Écoute Sarah, dans 20 ans, on te demandera jamais à quel âge tu as eu ton bac. » Bon, il a eu raison. Bon, du coup, moi j'ai mis 3 ans à avoir ce bac. J'ai pris sa réaction comme un challenge. En fait, ça a été vraiment, je pense, l'un de mes premiers challenges dans ma vie professionnelle. Et pas des moindres, parce que j'ai dû repasser le bac français aussi. Parce que le bac français, les notes, elles sont valables que 2 ans. Et donc là, ça faisait la 3e année. Donc j'ai dû repasser le bac français et le bac normal en 7 mois. Donc j'ai bachoté à fond pour l'avoir en juin. Je l'ai eu. Voilà l'histoire de mon bac. Avec ou sans mention? Sans mention. Mais c'est déjà bien. Non, j'étais pas faite pour l'école, moi. C'était pas ça m'intéressait pas trop. Franchement, moi, j'étais très très forte à l'école jusqu'au collège, tu vois. Et quand je suis rentrée au lycée, ça m'intéressait plus du tout. Tout ce qui m'intéressait, moi, c'était les copains, les copines. J'étais tout le temps dans les cafés avec mes copains à boire des coca et à fumer mes premières clopes. C'était une période difficile. Le lycée, c'était une période difficile. J'étais complètement lost. Je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Mais heureusement, j'avais ce phare quand même s'il était lointain, parce que je t'ai dit, mon père, il a toujours eu une carrière professionnelle très prenante. Mais même à distance, il a quand même toujours été là pour moi. Je savais que je l'avais... Si j'étais dans des périodes difficiles, je savais que je pouvais compter sur lui. Et ça a toujours été le cas, jusqu'à aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, tu dirais que c'était une erreur de jeunesse, mais cela dit, voilà, tu as persévéré, tu t'es accroché. Voilà, je pense que ça démontre ma persévérance. Oui, c'est ça. Ouais. Tu dis que tu n'étais pas faite pour l'école, mais cela dit, tu as rejoint l'EFAP, l'École française des attachés de presse, en 2005. Exactement. Et justement, c'est grâce au bac que tu t'es inscrite? Oui, complètement. Parce que tu vois, le système du lycée, ça me correspondait pas, c'était trop généraliste. Et aussi, je pense que je suis tombée sur des professeurs qui n'ont pas su me susciter un intérêt pour telle ou telle matière. En fait, j'étais très bonne nulle part, tu vois. Donc j'étais en L. J'étais en littéraire, quoi. J'ai passé un bac littéraire. Et puis, en fait, je suis rentrée à l'EFAP aussi. Ça, c'est un peu drôle comme pourquoi je suis rentrée à l'EFAP. Pareil, je suis rentrée à l'EFAP un peu par hasard. J'y suis pas rentrée parce que j'avais une vocation de devenir attachée de presse. Moi, je ne savais pas ce que c'était le métier d'attachée de presse quand j'avais 20 ans. C'est quoi ça ? C'était un métier assez opaque, déjà à l'époque, tu vois, pour moi. Et pourquoi l'EFAP, du coup ? Et en fait, c'est un de mes professeurs particuliers que j'avais pour passer le bac, qui était prof aussi, il me donnait des cours de maths, il était prof à Dauphine, et il donnait aussi des cours à l'EFAP. Et il m'a dit, donc on se voyait presque tous les jours pour que je l'ai ce bac. Et un jour, il m'a dit, Sarah, je sais qu'il faut que tu rentres dans cette école. C'est une école qui est faite pour toi. Je suis, ah bon ? Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner sur cette école. J'ai vu les cours qu'ils donnaient, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de stages qui étaient proposés pendant le cursus, et je trouvais ça cool. Mais c'est pas de mon initiative, c'est parce que j'ai rencontré le chemin de ce professeur qui m'a éclairée et qui m'a conseillé d'aller me renseigner sur cette école, sur l'EFAP. Et donc en me renseignant, j'ai aimé ce que j'ai vu, et c'est comme ça que je me suis inscrite.
Voilà. Mais il était visionnaire quelque part. Et écoute, je sais pas ce qui lui a fait dire que ça pourrait me correspondre comme métier, mais il a eu raison. Il a eu raison, je m'éclate. Enfin, voilà, tu le vois, aujourd'hui, je suis à ma best place, je suis au meilleur. Enfin, je m'éclate professionnellement. J'ai pas l'impression de travailler une seule journée dans ma vie. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre aux gens qui m'entourent et principalement à mes enfants. Tu vois, vraiment. N'aie pas l'impression de bosser une seule jour de ta vie. Ma fille, quand elle me demande ouais, c'est quoi ton métier, ou quand des gens me disent bon courage pour ta journée, moi je comprends pas le bon courage. Et moi j'ai qu'une hâte, c'est d'aller travailler, tu vois. Ouais. Bon, après je te dis ça aujourd'hui, depuis que j'ai monté ma boîte. Avant de monter ma boîte, il s'est passé plein de choses et ça n'a pas toujours été le cas, hein. Quand tu bosses pour les autres, tu ressens pas forcément ça, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on va développer. Alors, les FAP, tu y arrives arrivé en 2005, c'est ça? Ouais. Et tu y es resté 4 ans. Je suis restée 4 ans. Quel souvenir t'en gardes? Plutôt un bon souvenir. Il y a quand même des clichés qui sont vrais. Je sais pas si... Non, c'est une très bonne école, avec des professeurs incroyables. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé de cette école, c'est que chaque professeur qui intervient à l'EFAP travaille à l'extérieur. C'est pas juste des... Enfin, pardon, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est des professeurs qui viennent en dehors de leurs horaires pro. C'est-à-dire qu'ils ont tous des jobs dans des très grosses boîtes. Pour d'autres, ils ont leur propre boîte de communication, d'agence de relations presse. Et donc vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu parles à des gens qui font ça toute la journée. Tu vois, c'est pas juste de la théorie, il y a beaucoup de pratiques. Et c'est moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les stages qu'on te permet de faire à l'EFAP. Il y a un bureau de stage qui est hyper compétent. Ils ont des collaborations avec les marques et les entreprises les plus prestigieuses en France et dans le monde. Donc, grâce à eux, j'ai pu faire des stages complètement différents pendant ces 4 années, dans des domaines hyper variés, quoi. Et ça, c'était vraiment super sympa. Le premier, si tu veux, c'était dans la mode. Mon premier stage, c'était dans la mode chez Paul Smith. Je sais pas si je peux donner de noms. Oui, bien sûr. Le deuxième, c'était... Enfin, je te parle de mes 3 qui m'ont vraiment marqué. Le deuxième, c'était pendant les élections présidentielles de 2008. 2007. Alors, ça dépend si c'est les élections présidentielles françaises ou américaines. Oui, françaises. 2007. Alors, 2007, quand Nicolas Sarkozy est passé, moi, j'étais stagiaire dans le pool d'un des candidats de l'époque. Je dirais pas le nom. En tout cas, c'est pas celui qui a gagné. Mais c'était fascinant, quoi. T'as 20 ans, tu fais ton stage entre l'Assemblée nationale et le... Comment ça s'appelle ? Et la maison... Enfin, tu sais, où il y a la campagne présidentielle, où il y a tous les acteurs de... c'est pas le QG. Le QG, ouais, de l'équipe en lice, quoi, pour l'élection présidentielle française, quoi. Donc j'étais entre les deux tout le temps pour accompagner les journalistes, faire ce que je devais faire en tant que stagiaire. C'était fascinant. C'était fascinant d'être à ces loges-là, à ce moment-là. Donc en 2007, effectivement, l'année où Nicolas Sarkozy est passé. C'était exceptionnel. Et mon dernier stage, mon stage de fin d'études, je l'ai fait chez iTélé. Alors, je sais pas si tu connais cette chaîne. iTélé, oui. Qui a fermé maintenant. C'est News, hein. Exactement. Oui. C'était une des chaînes, enfin, c'était la deuxième chaîne d'information en France. Je crois qu'il y avait déjà BFM et LCI à l'époque. Oui, c'est ça. Et moi, j'étais prise chez iTélé. Donc, je suis restée 6 mois. Je suis restée 6 mois là-bas. Et donc, c'était l'année de l'élection de Barack Obama. Donc, D'accord, 2008. C'est ça, oui. 2008, voilà. C'était une expérience fascinante, quoi. C'est marrant, toi qui étais fascinée par les médias étant gamine, tu te retrouves à iTélé. Ah, mais j'étais dans mon univers. Je voyais les présentateurs que je voyais tous les jours à la télé, c'était mes collègues, je déjeunais à la cantine avec eux. Les journalistes, tu te rends pas compte, toute l'équipe
dont une rédaction a besoin pour réaliser un journal télévisé, quoi. En tout cas, sur une chaîne d'information 24 heures sur 24. Mais c'est fascinant, il y avait des centaines de journalistes. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée. J'étais très contente de faire ce stage de fin d'études chez iTélé. En tout cas, ça t'a marqué après, a priori. Ah ouais, bah oui, il y a de quoi, franchement. Et Voilà, ça c'est mes stages. alors, c'est des stages. Avec les FAP. Est-ce que après, tu as fait des petits boulots, entre guillemets, ou bien c'est là que tu as décroché ton premier CDI ou c'est un peu Moi plus j'ai toujours tard? fait des petits boulots en été, j'ai toujours travaillé en tant que vendeuse, si tu veux. Oui, mais après dans les des- FAP, je veux dire. Après les FAP, il faut que je cherche du travail. Oui. Donc c'est vrai qu'avant de rentrer dans la première agence vraiment qui m'a fait déployer mes ailes, mon premier job c'était un CDD dans une boîte qui s'appelle Dalet, Mhm. qui est une SS2I qui vend des logiciels, encore pour la télé, dans le monde entier. Pour aider les chaînes de télé. Enfin, c'était très technique. Moi, j'étais pas du tout dans cette partie-là. Pendant 1 an, j'ai bossé chez eux avec le directeur marketing de la boîte. Voilà. Mhm. C'était ma première vraie expérience de boulot où je suis restée pendant 1 an, mais j'en ai pas un souvenir incroyable. Tu vois. Enfin, ça s'est très bien passé. Hein, Oui. tu vois, j'étais accompagnée sur un salon à Las Vegas. Tu sais, le fameux salon chaque année qui met en avant toutes les innovations dont j'ai oublié le nom. Mhm. Mais ça, c'était fabuleux de les accompagner à ce rendez-vous qui est hyper important pour tous les acteurs du monde des startups, des SS2I. Voilà, c'était un rendez-vous de l'innovation fascinant. Et par la suite, tu as décroché ton premier CDI Voilà. au sein d'une agence Et donc- de relations presse. Ouais, alors ma première expérience vraiment en agence de relations presse, j'en garde un très 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 bon souvenir. J'y suis restée 7 ans. Donc j'avais... T'es je arrivé ne en sais quelle plus quel année, âge. tu sais Je ne sais plus plus quel âge j'avais, c'est pas la peine. Enfin, pas l'âge, mais tu sais en quelle année t'es arrivé ou pas? Je sais pas, chez Quatrième. Donc c'est la boîte, elle s'appelle Quatrième Jour. Oui. Le boss, c'est Antoine Billon, que j'adore, qui m'a appris vraiment mon métier. C'est vraiment lui qui m'a appris mon métier. En quelle année je suis rentrée chez lui? Attends, donc je suis sortie 2009 de l'EFAP. Donc 2010, j'étais chez Dalet et j'ai dû arriver en 2010-2011 chez D'accord. Quatrième Jour, puisque je suis restée 7 ans. Je suis partie en 2018. Voilà, donc de 2011 à 2018, j'étais chez Quatrième Jour. Et comment tu t'étais retrouvé au sein de cette agence? J'ai envoyé des CV. Hein. Ah J'ai oui. envoyé des CV, j'ai eu un entretien avec Antoine. Je lui ai dit à quel point j'étais motivée, que c'était le métier que je voulais faire, attachée de presse, Mhm. et que je sortais déjà d'une expérience dans les nouvelles technologies avec Dalet. Et donc son agence m'intéressait particulièrement, puisqu'elle, pour moi, c'est la prolongation de l'expérience, la toute petite expérience que j'avais acquise dans cette entreprise précédente. Alors, tu dis que tu en gardais un très très bon souvenir. Qu'est-ce que ça t'a apporté humainement et professionnellement? Écoute, déjà, il n'y a pas beaucoup d'hommes attachés de presse. Mhm. Donc j'ai eu beaucoup de chance, je pense, de commencer ma carrière avec un homme. Après, ça aurait pu être un con aussi. Hein. Mais moi, Antoine Billon, c'est quelqu'un d'une intelligence, d'une humanité, d'un calme incroyable. Et moi, il n'y a que comme ça que tu peux me transmettre des informations, c'est en étant calme avec moi. L'agressivité, ça passe pas du tout. Parce que j'ai un esprit j'ai envie de répondre, tu vois. Je suis un peu une rebelle qui se cache, mais ou pas. Et en fait, pendant 7 ans, cet homme-là, Antoine Billon, je l'ai jamais entendu lever la voix. Donc en fait, il m'a appris mon métier, il savait que j'avais tout à apprendre, on n'avait pas beaucoup d'écart, hein. Il avait peut-être, je sais pas, une trentaine d'années, 35 ans quand je suis arrivée chez lui. Il avait déjà une boîte très saine. Il avait ouvert la succursale de Quatrième Jour qui en France, qui avait commencé en Angleterre. Donc c'était une boîte qui commençait à grossir bien. Et donc il m'a tout appris dans la façon de gérer ses équipes. Tu peux transmettre. En fait, c'est pas tu peux, c'est il faut transmettre
des messages simples, avec beaucoup de bienveillance. Ne pas jamais être dans la critique, toujours essayer de trouver des solutions. Donc voilà, moi ça m'a marqué parce qu'après j'ai eu d'autres expériences et je peux te dire que c'était pas du tout la même chose. Et donc je suis quand même restée 7 ans avec lui et pour preuve, toutes les personnes qui ont bossé avec lui, c'est des gens qui sont restés. Tu vois, moi j'ai ma collègue que j'ai rencontrée, elle était déjà là, elle est toujours chez lui. C'est Cindy, coucou Cindy. Enfin, donc ça a été ma collègue pendant 7 ans, ça s'est passé mais à merveille. En fait, il y avait vraiment une entraide, il n'y avait pas du tout cette notion de concurrence, de je veux tes clients ou je veux avoir plus de résultats que toi. Non, c'était vraiment c'est lui qui m'a inculqué le vrai sens du mot équipe. C'est quoi une équipe ? C'est une famille, c'est comme une famille, tu vois, on est là les uns pour les autres. On est là pour gagner ensemble. Voilà, et donc il m'a appris ça, il m'a fait confiance, il a commencé à me confier des clients, des jolis clients, des clients super intéressants, mais vraiment dans le domaine des nouvelles technologies, pendant 7 ans, où voilà, progressivement, il me laissait prendre mon envol et être autonome avec eux. Et ça, c'était une chance extraordinaire. Donc, 7 belles années passées aux côtés de ce cher Antoine. Ouais. Et en 2017, un heureux événement a changé la donne. Oui, exactement. Juste avant, j'ai rencontré mon mari et très vite, on s'est mariés. J'ai eu mon premier enfant, Romy, ma fille Romy, qui a 7 ans aujourd'hui. Et souvent, c'est un peu cliché, mais quand tu deviens maman, tu as envie de tout bouleverser dans ta vie, quand tu le peux. Et voilà, ça a été mon cas. Je me suis dit, ok, j'en ai marre de ce que je fais, je veux voir autre chose, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, j'ai envie de créer ma boîte. Et donc, j'ai quitté Antoine, on s'est quitté en très bons termes. Il t'a félicité, je suppose. Oui, bien sûr, il était au courant de tout, on s'est quitté en très très bons termes, on est toujours en contact aujourd'hui, vraiment. Et aujourd'hui, parfois il m'appelle, il m'envoie des clients, quoi. Enfin, non. Et donc je lui ai dit, je quitte pas pour aller ailleurs, je quitte pour tracer ma route et monter une boîte. Et donc cette boîte-là, donc c'était entre 2018 et 2021. J'ai créé Gypsy Baby. C'était une société, c'est une superbe expérience. Enfin, donc c'était ma première expérience en tant qu'entrepreneur. C'était une société, c'était une start-up. Qui visait à faciliter la vie des parents qui voyagent avec des enfants en bas âge. C'est-à-dire que moi, j'étais en plein dedans. Ma fille, elle avait 2 mois quand j'ai lancé officiellement Gypsy Baby. Et donc, en fait, c'est notre premier voyage avec mon mari et ma fille de 2 mois et demi qui m'a fait réaliser que quand tu voyages avec un tout petit, nous, on n'en avait qu'un à l'époque, tu vois. Mais c'est juste une blague. Je sais pas si t'as des enfants, Kevin. Non, pas encore. C'est juste une blague. J'ai des neveux, mais pas d'enfants. Ok. T'as déjà pris l'avion avec tes neveux ? Tout seul ? Non, pas encore. Bah franchement, c'est épique, quoi. Parce que t'as les valises pleines, l'enfant dans un bras, le mari qui a les valises et la maman qui a le sac, souvent le sac à langer avec les biberons, les couches, les machins. Enfin, c'est chaotique et je me suis dit non mais c'est pas possible. Viens, je regarde ce qui existe dans le monde pour ce moment très particulier, cette friction qu'on a tous nous parents au moment du départ en voyage avec tes petits enfants. Et en fait, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé évidemment, il y avait plein de sociétés qui commençaient déjà à émerger en 2018 de la location, tu vois, de poussettes, surtout dans les grandes capitales européennes et dans le monde. Quand tu vas à Barcelone, quand tu vas à New York, tu peux louer une poussette, tu peux louer un siège auto. Mais qu'en est-il de tout le reste ? Des couches, des petits pots, de tous les essentiels en fait pour ton bébé qui prennent beaucoup de place dans ta valise. Et que tu es obligé de prendre, quoi, qui prennent beaucoup de place et qui sont super lourds, quoi. Oui. Et donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de faciliter ce moment-là pour les familles. Parce que c'est un moment forcément que tu habites à Paris, à Lille, à Marseille, à Arras, à New York, au Bénin, partout dans le monde, les familles qui voyagent avec des petits, c'est la galère.
Bah, j'ai un ami à Arras, justement, qui a déjà connu cette même situation avec ses enfants. Franchement, c'est un problème universel, tu vois, un problème. C'est une friction universelle que je me suis dit, tiens, j'ai envie de résoudre ce problème. Et donc j'ai créé Gypsy Baby. Gypsy Baby, c'était cool, c'était des holiday bags, des beaux sacs. Enfin, vraiment, j'avais réfléchi à toute la DA, toute l'image de marque de Gypsy Baby, en travaillant également qu'avec des marques françaises. Je sélectionnais les plus belles marques françaises pour nous accompagner, pour que quand tu pars en vacances, que tu arrives dans ton hôtel ou ta maison de vacances, ou que tu partes, et ben, tu reçoives directement sur ces lieux-là tes produits pour tes enfants. Que tu n'aies pas à les avoir dans ta valise. C'est Gypsy Baby qui s'occupait de tout et qui te les envoyait sur ton lieu de vacances. Les petits pots, les couches et tous les essentiels pour les bébés. Donc ça a bien fonctionné. Franchement, c'était une aventure mais exceptionnelle. On s'est fait repérer très 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 vite par des incubateurs, des gros incubateurs parisiens, par la presse. Bon, bah, voilà, ça je savais faire, c'était communiquer. Donc j'avais fait mon premier communiqué de presse pour mettre en avant Gypsy Baby. On est passé un peu partout dans les médias, donc ça c'était cool. Mais voilà, ça a duré 3 ans, ça a fait son petit bout de chemin. Et puis j'ai appris beaucoup de choses de cette aventure entrepreneuriale. C'est que tu peux pas faire grand-chose seul. Oui. Longtemps. Et c'était mon erreur, c'était clairement mon erreur. J'y crois encore, tu vois, j'y crois toujours à cette idée. D'ailleurs, chaque fois que j'en parle, on me dit « mais c'est génial comme idée, hein. Il faut que tu te remettes dedans ». Mais voilà, le frein qu'on a eu, c'est j'avais pas d'associé. Donc tu peux pas tout faire bien toute seule, H24, 365 jours sur 365, c'est impossible. 2, il y a eu le Covid qui est arrivé en 2020. Donc et un autre un an et demi après la création de la boîte. Donc les voyages étaient s'arrêtés. Et 3, j'étais enceinte aussi entre 2019 et 2020. Donc ça faisait un peu beaucoup pour mes épaules, quoi. Donc en plein Covid, j'ai dû arrêter Gypsy Baby. Je pouvais plus être coincée à la maison avec ma fille qui avait 2 ans. Moi, enceinte de 7 mois, c'était un peu trop, donc j'ai dû arrêter. Et puis mon chômage aussi arrivait à son terme. Faut pas oublier que si j'ai réussi à monter Gypsy Baby et à vivre financièrement, à être à l'aise, c'est parce que j'avais le chômage pendant 3 ans. Ça, c'est quand même une chance qu'on a qui est quand même assez folle en France. On a beau critiquer, il y a plein de choses qui sont pas justes et tout, mais franchement, ça, le chômage, en tout cas à l'époque où moi je l'ai eu, donc il y a 7-8 ans, pendant 3 ans, j'étais bien, quoi, tu vois. Moi, en fait, il y a aussi quelque chose de très très important pour moi, une valeur qui est, une notion qui est hyper importante, c'est le fait de ne jamais dépendre de personne, même de mon mari. Peut-être encore moins de mon mari, tu vois. Oui. Jamais. Et donc, tu vois, ça m'a permis, grâce à ce chômage, de jamais avoir à demander quoi que ce soit à mon mari pendant ces 3 années. Grâce à mon travail, parce que j'ai cotisé pendant toutes ces années de travail chez 4e jour, notamment, de pouvoir avoir ce chômage, de pouvoir avoir cette liberté d'entreprendre. Donc ça, c'était une super aide. J'imagine, oui. Et après, en 2021, donc, tu as rejoint une autre agence. Fin 2021, voilà, mon chômage s'arrête, Gypsy Baby, j'arrive plus du tout à gérer. Ouais. J'ai 2 bébés dans les bras, je suis la femme la plus heureuse du monde. Mais là, j'ai besoin d'aide. Et du coup, je tire les conclusions qui doivent être tirées. Et je me dis, ok Sarah, tu fais quoi de ta life maintenant ? Donc j'avais 36 ans, j'avais 36 ans déjà. Qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je suis bonne dans les relations presse. Je sais faire que ça. Et donc je me suis dit écoute, je vais me recommencer à postuler parce que ça fait 3 ans que je suis sortie de cette sphère là, de cet écosystème de journalistes, de marques. Donc je vais me refaire un petit peu les dents pendant quelques mois dans une agence de relations presse à Paris pour regagner en crédibilité, me remettre dedans, me remettre dans le bain. Et donc en septembre 2021, j'intègre l'agence Pascal Venot. Oui.
qui est une des agences de relations presse très connue en France, qui est spécialisée dans le lifestyle. C'était d'ailleurs par l'intermédiaire de cette agence que je t'avais connu à l'époque, Ah quand ouais? j'ai pigé pour Paris Zigzag, Ok. il y a quelques années. Hein. Si on était déjà entré en contact il y a quelques années. Ah ok, j'ai oublié. Ouais, si, tu m'avais fait découvrir une adresse, je sais plus laquelle, mais où j'avais fait une petite dégustation, j'avais même fait un article là-dessus. Tu parles pas d'Honor avec Néo Gourmet. Parce que Néo Non, Gourmet, pas ok. du tout, c'était avant. Ah, avant? Ok. Oui. Ah bah tu me diras, parce que là, ça je m'en souviens plus, tu vois. Si. Mais c'était par téléphone, on s'était pas encore rencontrés. Ok. Et donc voilà, je suis rentrée effectivement chez Pascal Venot en 2021 et j'y suis restée 2 ans. Donc ça a été une expérience. Elle m'a donné ma chance parce que j'y connaissais rien au lifestyle quand j'ai débarqué chez elle. Et en fait, Pascal Venot, c'est une nana qui va te faire confiance très 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 vite. Et en fait, à toi de faire tes preuves très 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 vite aussi. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Moi, j'apprends vite. Je suis un caméléon. Et quand il y a un truc qui m'intéresse, je suis un ordinateur. Je vais faire en sorte de faire bien les choses et d'apprendre, quoi, pour être incollable, quoi. Et d'être la meilleure. Je vais essayer d'être la meilleure. Alors, tu dis que tu n'y connaissais rien au lifestyle. Est-ce que tu t'intéressais quand même un tout petit peu à l'art de vivre avant ou pas du tout? Ah bah bien sûr, j'ai toujours aimé cet univers-là. Moi, j'ai toujours aimé les belles choses, évidemment. Mais au-delà des belles choses, c'est surtout les personnes qu'il y a derrière, qui font ces belles choses. Moi, ce qui me fascine, c'est les histoires qu'il y a derrière ces entreprises. Autant pour les entreprises, des maisons qui ont 50, 60, 100 ans, plus de 100 ans d'existence, tu vois. Des maisons hyper connues, hyper ancrées dans la culture française. Mais aussi des nouvelles histoires qui sont en train de s'écrire avec la nouvelle génération, avec des jeunes qui veulent bousculer, qui veulent changer notre façon de vivre de façon intelligente. Ça me fascine. Moi, je suis fascinée par les entrepreneurs. Oui, et donc le lifestyle, j'y connaissais rien en termes de journaliste, tu vois, j'avais pas un réseau journaliste lifestyle du tout quand je suis rentrée chez elle. Par contre, oui, un peu comme tout le monde, je pense, tu vois, j'aimais bien aller dans les jolis endroits et en vacances ou manger dans des bons restos, quoi. Tu vois. Voilà. Mais jamais j'aurais imaginé que je pourrais un jour en faire mon métier. Bah oui. Bah, t'es arrivé en 2021, on était encore un peu à période Covid. Ouais. Alors, dans quel état était le milieu de la restauration à ce moment-là? Ça commençait tout juste à réouvrir. Ouais. Il y avait, on recommençait à faire des événements presse, ce qui n'avait pas été le cas pendant plus d'1 an. Oui. Pendant presque 1 an et demi même, tu vois. Parce que ça a commencé en mars 2020, le Covid, et je me souviens qu'en septembre 2021, c'était la folie, parce qu'on recommençait tout juste à pouvoir faire des présentations presse. J'ai commencé, je m'occupais de La Durée, l'un de mes clients quand j'étais dans cette agence, c'était La Durée, la célèbre maison de traiteurs, et on a organisé un événement presse pour Noël. Là, en septembre, donc c'était un de mes premiers events. On organisait toutes les dégustations de Noël. Et je me souviens les journalistes dire on est invités de partout, ça fait tellement de bien, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu d'autres gens. Donc c'était la folie, c'était vraiment la folie. Donc en fait, j'ai été mise dans le bain, mais tout de suite. Ah ouais, t'es arrivé au bon moment, quoi. Ouais, je sais pas si c'était au bon moment. En tout cas, je suis arrivée à une période où tout reprenait de façon accélérée. Les gens avaient besoin de notoriété, de recréer du lien avec les journalistes, avec les influenceurs. Et donc, je peux te dire que j'ai appris ce que je devais apprendre. En 6 mois, je connaissais les journalistes qu'il fallait que je connaisse, quoi. C'était déjà les prémices de la société que t'as montée ensuite. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, complètement, oui, c'est grâce à elle c'est complètement grâce à cette expérience que j'ai développé mon réseau. Oui. Tu sais, c'est comme ça, mais quand tu travailles pour des clients très connus et que tu travailles pour une agence aussi très connue, les journalistes, ça t'ouvre beaucoup de portes. Et donc, clairement, ça m'a ouvert beaucoup de portes et c'est comme ça que c'est grâce à ces 2 années au sein de cette agence que ça m'a permis, en mode accéléré, de rencontrer tous les journalistes que je devais rencontrer et de me créer un réseau qu'aujourd'hui je peaufine et j'entretiens vraiment avec beaucoup de
d'intérêt et enfin, c'est hyper important dans notre métier, notre réseau. Et de voler de tes propres ailes aussi. Ah, aujourd'hui, ouais. Ouais. Aujourd'hui. De toute façon, je savais que ça allait être une parenthèse dans ma carrière professionnelle. Je savais très bien que j'allais pas rester dans cette agence, ni aller dans une autre agence. Pour moi, c'était un tremplin. C'était pour me remettre dans le bain, pour être à jour de ce qui se fait aujourd'hui ou ce qui ne se fait pas. Même s'il y a des choses qui se font encore dans certaines agences et que moi, je ne veux pas du tout faire chez moi, tu vois. En fait, j'ai réécrit mon histoire, quoi, après en montant ma boîte. J'ai pris ce que j'aimais et j'ai laissé le reste, quoi. Alors justement, est-ce que tu peux me présenter ta société, Sarah Ouais. Gerlicher Communication? Bien sûr. Communication. Ouais, communication, ouais, comme tu veux. C'est mon agence de relations presse qui me ressemble. C'est-à-dire que je fais tout ce que je considère bon pour mes clients. J'accompagne 10 clients maximum par an. Parce que voilà, on est une équipe. En fait, c'est un peu une boutique agency où on est quelques attachés de presse et on veut fournir le service le plus sur mesure et le meilleur, quoi, le meilleur service à nos clients. Et le meilleur service, c'est quoi? Parce que des attachés de presse et des agences, il y en a plein. Je suis loin d'être la seule. Mais aujourd'hui, les clients, ils attendent de l'humain. Ils veulent pas être un numéro dans une agence. Ils veulent qu'on connaisse leur prénom. Que quand ils appellent ou quand ils rencontrent quelqu'un de l'agence qui les accompagne, ils se connaissent vraiment. On connaisse l'histoire de la marque. On sache qui ils sont. On connaisse leurs dernières actualités. Que la personne de contact, c'est elle qui écrit les derniers communiqués de presse. Et c'est ça que moi j'essaye de proposer à mes clients. De leur fournir le meilleur service, le meilleur accompagnement et qu'ils ne soient jamais un numéro dans mon agence. Et donc j'accompagne 10 clients chaque année, toujours dans l'univers du lifestyle, parce que c'est un univers qui me correspond. Effectivement, il avait raison, ce prof de maths 20 ans plus tôt. Je m'y sens bien, mais il ne faut pas se fier aux apparences. C'est loin d'être facile. Parce que derrière les paillettes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux quand on poste quelques photos dans des restaurants ou dans des hôtels, il y a beaucoup de travail, énormément de travail avant d'arriver au résultat. C'est quoi le résultat pour une marque? C'est de passer au JT de TF1 ou d'M6 ou en tout cas sur une chaîne de télé ou dans un magazine print, papier ou sur le digital ou à la radio ou dans des podcasts. Et ça prend beaucoup de temps, quoi. C'est un vrai travail attaché de presse. C'est pas un hobby. Oui, justement. Alors maintenant que tu as de la bouteille, justement, comment tu définirais le métier d'attaché de presse? Bon, j'ai jamais vraiment... c'est un métier qui est difficile à catégoriser. Mais bon, pour être le plus simple possible, un attaché de presse, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire entre une marque, un entrepreneur et la presse. On est là pour vous défendre. Moi, souvent, je compare mon métier à celui d'avocat. Parce qu'un avocat, c'est parlant, on comprend tout de suite ce qu'il fait, tu vois. Oui. Un avocat, il est là pour te défendre. Et c'était le métier de ton père aussi. Et c'était le métier de mon papa, exactement. Un avocat, il est là pour te défendre. Un attaché de presse, c'est pareil. On est là pour te défendre tous les jours, nous, et de te mettre en avant auprès des bonnes personnes. C'est ce que je fais tous les jours. Et les clients que j'accompagne, c'est des clients dans lesquels je crois. Pas dans leur innocence, mais dans leur expertise, dans leur histoire. Et donc voilà, pour moi, un attaché de presse, c'est ça, c'est être l'avocat, c'est être le défenseur de ses clients, de croire profondément que ce que fait ton client, ça va intéresser les journalistes mais c'est surtout les lecteurs, quoi, ou les téléspectateurs après, tu vois, il faut qu'il y ait un vrai intérêt, on n'est pas là pour faire de la publicité. Nous, en tant qu'attachés de presse, pour nos marques, on est là pour faire comprendre aux journalistes que cette marque-là, elle s'intègre dans la société dans laquelle on est. Et on n'est pas là pour faire du placement de produits. On est là pour te dire quel sujet de société cette marque... à quel sujet de société cette marque répond aujourd'hui et pourquoi ça peut t'intéresser pour tes papiers. Voilà. Et quel genre d'attaché de presse tu es? C'est-à-dire comment tu te définirais toi en tant qu'attaché de presse
Alors, moi, je suis très cool, mais très rigoureuse. J'aime bien tutoyer assez rapidement mes clients. Il n'y a pas un client que je vous vois. En fait, je suis dans cette tranche d'âge, tu sais. Là, je vais avoir 42 ans dans quelques jours. Où en fait, c'est pas une question soit d'être trop dans la proximité ou d'être hautaine, je sais pas. Mais je suis plus à l'aise avec le tu, en fait. Et clairement, si je te vous vois, c'est pas très bon signe, quoi. Tu vois, mes clients, c'est parfois des amis, tu vois. Et donc, quel genre d'attaché de presse je suis? Je suis une attachée de presse qui écoute beaucoup. Qui adore transmettre. Moi, tout ce que je veux, c'est la réussite de mes clients. Leur succès, c'est mon succès. S'ils sont contents, je suis contente. Et le but, c'est qu'ils soient heureux et qu'on continue à bosser éventuellement le plus longtemps possible ensemble. Et rigoureuse, quand je te dis rigoureuse, en fait, on est obligé d'être très rigoureux dans ce métier parce qu'on jongle entre les différents clients qu'on a. On n'est pas dans une boîte où toute la journée, on parle d'un même produit, tu vois. Moi, j'ai 10 clients à gérer. Bon, heureusement, je ne suis pas toute seule. J'ai une petite équipe maintenant qui me soutient. Mais il faut savoir ce que les 10 clients font. Quand un journaliste t'appelle, savoir de quoi tu vas parler, à quel journaliste, à quel moment, hein, les visuels, tout ça. Bon, donc, il faut être très rigoureux, très organisé et avoir cette culture du résultat. Moi, j'ai vraiment cette culture du résultat qui est ancrée en moi, quoi. Je suis heureuse, je suis satisfaite que quand mes clients ont ce pourquoi ils payent mes honoraires, c'est-à-dire de la notoriété, de la visibilité dans les plus beaux médias français. Ça, c'est bien ça. Tu les as un petit peu évoquées, mais les galères, quelles sont les galères que tu rencontres au quotidien? Des galères, t'en as tous les jours, en fait. Tous les jours. Je saurais pas trop par quoi commencer. Mais voilà, quand tu as une petite entreprise, faut être un peu sur tous les fronts. Faut faire l'opérationnel, faut faire grandir l'agence, recruter de nouveaux clients en ne délaissant jamais tes clients actuels. Donc tu dois jongler tout le temps, voilà, entre être dans l'opérationnel et développer ton agence. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose de facile. C'est pour ça que là, je suis en train de grossir pour pouvoir déléguer un peu la partie opérationnelle et développer davantage des choses un peu plus stratégiques pour moi, pour l'agence. Après, des galères dans l'opérationnel, c'est les journalistes sont de moins en moins joignables. C'est de plus en plus compliqué de joindre des journalistes parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. En même temps, il y a de moins en moins de rédaction. Il y a beaucoup de pigistes, en fait. Il y a beaucoup de pigistes qui travaillent pour des pigistes, c'est des gens qui travaillent pour beaucoup de supports, comme toi. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, hein. Oui. Et donc, tu dépends toujours de la validation du rédacteur en chef, de la rédaction. Donc, nous, on est un peu entre les deux, tu vois. Le client qui veut absolument sa parution. Ah oui, en galère, de toute façon, ça sera monté. Oui. Mais il y a une galère que je tiens vraiment à mettre en avant, c'est que parfois, les clients, ils pensent que tu fais de la publicité. Tu vois, que nous, en tant qu'attaché de presse, comme on a commencé un contrat, ça veut dire que dans le mois, normalement, tu dois avoir le L, forcément. Tu dois être dans le L. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Les relations presse, c'est du long terme. Et donc, on doit aussi, même des clients qui comprennent l'utilité d'avoir une agence de relations presse, ont du mal à comprendre pourquoi ça ne va pas plus vite et pourquoi ils ne sont pas dans telle ou telle parution. C'est pas, tu vois, c'est pas automatique, quoi, qu'ils soient au JT de TF1 ou d'M6 ou dans le Figaro ou dans le L. Mais il y a une galère que je tiens vraiment à mettre en avant, c'est que parfois, les clients, ils pensent que tu fais de la publicité. Tu vois, que nous, en tant qu'attaché de presse, comme on a commencé un contrat, ça veut dire que dans le mois, normalement, tu dois avoir le L, forcément. Tu dois être dans le L. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Les relations presse, c'est du long terme. Et donc, on doit aussi, même des clients qui savent
qui comprennent l'utilité d'avoir une agence de relations presse ont du mal à comprendre pourquoi ça va pas plus vite et pourquoi ils sont pas dans telle ou telle parution. C'est pas, tu vois, c'est pas automatique, quoi, qu'ils soient au JT de TF1 ou d'M6 ou dans le Figaro ou dans le L. Nous, on fait tout pour que ça le soit, mais il y a toujours une chronologie, ça se fait pas du jour au lendemain. La notoriété, nous on fait pas de la publicité, on crée de la notoriété. Et la notoriété, ça s'étale sur des mois, voire des années. Donc ça, c'est des choses qu'il faut rappeler aux clients, aux prospects. C'est ce que je fais aussi sur LinkedIn beaucoup. J'essaye vraiment de rendre accessible, plus compréhensible mon métier, tu vois. C'est vaut aussi pour par exemple, les bûches de Noël, etc. Par exemple, quand il y a des événements presse qui sont organisés en septembre, octobre, et ça nécessite de se prendre bien en avance. Ouais, complètement. Oui, ça aussi, complètement. C'était le cas aussi même avec Néo Gourmet l'année dernière. C'était je crois, les chocolats spécial fête des mères, je crois, non? Ouais, c'était à l'occasion de la fête des mères. Oui, c'est ça. Mais c'est une très jolie marque qui fait du chocolat qu'avec du sucre naturel. Canon comme marque. Mais c'est une start-up, tu vois. Et donc, ils n'ont pas forcément tu vois, moi, je leur demande... on a l'habitude de demander des visuels longtemps à l'avance parce que la presse, elle fait rien sans visuel, HD, très beau visuel, sexy, lifestyle. Et toutes les marques n'ont pas les moyens de faire des shootings. Enfin, n'ont pas les moyens. Ne comprennent pas, parce qu'aujourd'hui, un shooting photo, franchement, ça peut... En plus, avec l'intelligence artificielle, tu peux réussir à faire plein de choses assez facilement et pour un tarif abordable. Mais certaines marques, il faut que tu leur fasses comprendre que sans shooting photo, il n'y a pas de papier, même si ton produit c'est le meilleur chocolat, c'est le meilleur restaurant et c'est les meilleures pâtes de Paris ou la plus belle terrasse. Ah oui, l'image c'est important. L'image c'est 70%, tu vois. Oui. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui. On est tellement habitué à scroller sur nos téléphones qu'on a besoin d'être arrêté par un beau visuel qui soit explicite, un beau visuel et qui soit explicite où on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Donc voilà, c'est des petits problèmes c'est de la pédagogie en fait qu'il faut faire chaque jour, mais ça c'est pas un problème. Mais des galères on en a tout le temps. Par exemple j'en ai eu une pour le 8 mars. Tu sais, le 8 mars c'est la journée de la femme. Journée internationale des droits des femmes, oui. Tu as entièrement raison. En plus, j'avais repris la journaliste, la journée internationale des droits de la femme. Bravo, super Kevin. Merci de m'avoir reprise. T'en prie. Et donc, j'avais une cliente que je voulais absolument... j'ai oublié mon mot. Je voulais absolument la mettre la faire intervenir sur ce sujet-là. Et donc, je contacte une copine journaliste à la rédaction d'M6, 2 jours avant le 8. Donc, c'était le 6 mars. Je lui dis, écoute, Caroline, je sais qu'on est en last minute, mais si jamais tu as besoin d'un profil d'une femme entrepreneur qui casse les codes, qui est exceptionnelle, j'ai vraiment le personnage qu'il te faut. Et donc, elle me dit, écoute, Sarah, c'est dans 2 jours, on a déjà tout bouclé, t'imagines bien. En tout cas, je vais en parler à la rédaction, je te garantis vraiment rien. Ok, on raccroche. 1 minute le coup de téléphone. 15 minutes plus tard, une journaliste, j'ai mon téléphone qui sonne, une journaliste de la rédaction d'M6 qui me dit « Oui, bonjour Sarah, j'ai eu vos coordonnées via l'intermédiaire de Caroline. » Effectivement, ça tombe bien. Je cherche un profil de femme entrepreneur pour notre sujet dans le JT Dans le JT, je sais pas si je dois dire que c'est M6 parce que l'histoire elle est pas top. Dans le JT, hein, tout court. Ouais, dans notre JT. Et justement, il me manque un intervenant. Ça m'intéresse beaucoup, la personne dont vous venez de me parler. Dites demain, est-ce qu'elle est disponible demain à 9h pour qu'on vienne tourner toute la matinée? Donc c'était juste le rêve pour moi. Donc tout de suite, j'appelle ma cliente, je lui propose, je lui dis voilà.
C'est last minute, mais c'est vraiment une très belle opportunité pour un passage samedi dans le JT pendant 2 minutes sur toi, où tu vas pouvoir t'exprimer en tant que femme entrepreneur qui cartonne sur les réseaux sociaux, et entre autres, et partout, et ailleurs. Et elle me dit, ok, go, banco. Et donc là, je rappelle la journaliste. Bon, il s'est passé 1 heure entre ces 2 appels quand même. Et là, j'arrive plus à joindre la journaliste. Ah bah tiens. Et donc, il était 7h du soir. 8h, j'arrive plus à la joindre. Et là, je commence à être un peu en panique parce que ma cliente, elle me dit, bon, j'ai annulé tous mes rendez-vous pour demain. Dis-moi à quelle heure la journaliste et le caméraman viennent, quoi. Je fais, bah écoute, pour l'instant, j'ai pas de retour de la journaliste. Et à 9h du soir, ou 9h30, la journaliste m'envoie un texto. Et elle me dit, bah écoute Sarah, désolée, mais finalement, c'est un autre profil qui a été validé par la rédaction. Je suis désolée. Et voilà, et c'est tombé à l'eau. Et du coup, toi, tu dois annoncer la mauvaise nouvelle à ton client, qui comprend pas. Bon, heureusement, j'ai de la chance, je suis tombée sur une femme intelligente, et elle a dit, bon, écoute, elle a pris ça avec intelligence, et elle a dit, c'est que ça devait pas se faire, et c'est pas grave, et ça sera mieux la prochaine fois, c'est tout. Mais ça, pour moi, en tout cas, c'est hyper frustrant. Ça m'arrive rarement, mais c'est hyper frustrant. Après, d'autres histoires comme ça, un jour, j'organisais un voyage de presse. Je m'occupais de la ville de Cannes. Oui. Je m'occupais de l'office de tourisme de la ville de Cannes. Et on devait organiser les régates royales. C'est une des plus belles courses de voiliers au monde. Et donc, on devait faire un voyage de presse à ce moment-là. On devait inviter 5 journalistes. J'ai mes 5 journalistes. Et oui, le programme, c'était juste un programme de rêve. Tu suivais les régates sur un bateau, toi en tant que journaliste. Tu logeais dans un palace de la ville. Enfin, vraiment un beau programme, tu vois. Et une des journalistes qui était invitée, 2 jours avant, donc j'envoie les billets d'avion, me rappelle, une fois que j'ai envoyé les billets d'avion, elle me dit, Sarah, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces billets d'avion que tu viens de m'envoyer? Je fais quoi? Elle me dit, non mais tu m'as envoyé des billets d'avion avec EasyJet? Tu rigoles, j'espère? Je ne voyage pas avec EasyJet, moi je voyage qu'avec Air France. Tu peux annuler, si l'office de tourisme ne change pas mon billet d'avion tout de suite, tu peux annuler ma venue. Je ne me déplacerai pas. J'ai passé l'âge de voyager avec EasyJet. Et bref, elle n'est pas venue, elle nous a plantés, on a perdu le client à cause de ça. Ah oui, quand même. Il y a des comportements, parfois, c'est à la marge, ça reste à la marge, mais qui peuvent être border, quoi, et que moi je ne tolère pas. Je ne tolère pas du tout. Je trouve que c'est tellement un manque de respect. Quand tu vas dans le monde dans lequel tu vis, t'es invité dans des conditions quand même très 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 sympas, que peut-être toi-même t'aurais jamais pu te payer. Bah oui, c'est ça. Et de nous répondre comme ça d'un revers de main. J'ai trouvé ça profondément impoli. Voilà. Ah. C'est des choses qui arrivent, mais vraiment, ça m'est arrivé une fois dans ma carrière, ou 2 peut-être, mais je m'en souviens, quoi. Bah oui. Bon, en tout cas, tu l'as évoqué, hein, en 15 ans, le métier d'attaché de presse, t'en as connu des vertes et des pas mûres, même si ça fait pas encore 30 ans que tu exerces cette profession. Et justement, comment il a évolué le métier par rapport à tes débuts? Les nouvelles technologies sont passées par là, entre autres. Oui, bien sûr. Alors, il a beaucoup évolué, clairement. Déjà, le métier d'attaché de presse que je faisais quand j'étais chez 4e jour, et le métier d'attaché de presse que j'ai connu quand j'étais dans cette agence parisienne dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, mais c'est 2 approches complètement différentes. J'ai appris, là, que depuis cette dernière expérience, que le réseau, ça se fait pas derrière un ordinateur. Le réseau, ça se fait en one-to-one. On a besoin de rencontrer les journalistes. En fait, les journalistes, c'est nos collègues. C'est pas des gens à qui t'envoient des mails, des communiqués de presse qu'ils ne lisent jamais.
Si tu veux créer un lien, il n'y a pas d'autre solution que de voir régulièrement ces gens-là avec qui tu travailles. Donc moi, il n'y a pas une semaine où j'ai pas un déjeuner avec un journaliste ou une influenceuse ou un influenceur pour entretenir ce réseau. Ce que je faisais pas du tout dans la précédente agence. Bon, alors peut-être que c'était parce que c'était un autre secteur, mais en fait, je pense pas. Je pense que dans n'importe quel métier, tu as besoin d'entretenir ce réseau, et c'est ça qui va faire ta différence. Si t'as pas un vrai réseau solide de gens avec qui tu collabores depuis maintenant des mois, des années, pour moi maintenant, qui ont confiance en toi, qui savent les clients que tu accompagnes, enfin qui connaissent les clients que tu accompagnes, le degré de sérieux voilà, que tu as, c'est compliqué. Franchement, c'est voire impossible. C'est voire impossible si tu n'as pas ces relations vraiment de proximité avec les journalistes. C'est impossible d'émerger. J'imagine que tu ne collabores pas qu'avec des journalistes, tu collabores aussi avec des influenceurs ou créateurs de contenu. Ouais. Je travaille avec les journalistes et les créateurs de contenu. Moi, j'accompagne les marques. Aujourd'hui, ça ne se fait pas de faire que de la presse ou que de l'influence. Pour moi, le combo gagnant, c'est faire de la presse et de l'influence, quoi. C'est que comme ça que ça fonctionne. De toute façon, en général, utiliser qu'un seul ingrédient de la recette, c'est jamais bon. C'est toute une recette, plein d'ingrédients accumulés qui font que la sauce prend. Et donc, évidemment, je les accompagne sur la partie influence et presse pour qu'on arrive à nos objectifs, c'est-à-dire la notoriété sur le long terme. Et tu me parles d'innovation. Alors bien sûr, moi j'utilise l'intelligence artificielle au quotidien. ChatGPT entre autres. Oui, ChatGPT entre autres. Enfin d'ailleurs, j'ai téléchargé, tu vois, Mistral et d'autres, mais celui avec lequel je suis le plus à l'aise, peut-être parce que c'est le premier que j'ai commencé à explorer, c'est ChatGPT. Moi, c'est mon assistant. C'est mon assistant. Alors, il ne crée rien. J'ai encore eu cette conversation avec mon père ce week-end, qui est complètement contre l'intelligence artificielle. Et je comprends sa position. Mais je suis contente pour lui qu'il soit à la retraite. et qu'il ait plus cette mentalité. Je pense que s'il avait 20 ans, il n'aurait pas cette mentalité. Mais mon père, tu vois, c'est un mec... il a l'Universalis à la maison, tu vois, et qu'il a lu, quoi. Il a des centaines et des centaines de livres. Sa bibliothèque, c'est pas des faux livres, quoi. C'est chaque livre qu'il y a dans sa bibliothèque, il les a lus, relus. C'est un passionné de la lecture. J'ai toujours vu avec un livre à la main. Et donc, ça lui fait peur, en fait, l'intelligence artificielle. Je te parle de lui parce que, voilà, j'ai eu cette conversation avec lui et on a des avis totalement opposés sur ce sujet-là. Lui, il est complètement contre, moi je suis complètement pour. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est notre exosquelette. Mais d'ailleurs, tes enfants vont grandir avec ça, sans doute. Mais ouais, bien sûr. Bon, alors, il ne faut pas mettre l'intelligence artificielle entre les mains de personnes trop jeunes et qui ne connaissent rien au monde encore. Pour moi, cet outil, il est intéressant quand tu as déjà acquis des connaissances solides, tu vois. Moi, j'ai travaillé sans ça jusqu'à il y a 3 ans, tu vois. Et en fait, ça ne fait que démultiplier mes connaissances. Ça ne m'apprend rien, l'intelligence artificielle. Ça m'aide à faire des tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur plus rapidement. Tu vois, je lui donne des idées, je lui structure des textes et tout. Il me le peaufine. Il va me peaufiner, tu vois, des éléments. Mais il va jamais me créer ou me donner des idées très novatrices. Mais je l'utilise au quotidien. C'est vrai que moi aussi, je suis fasciné aussi par ChatGPT, par les réponses que ça fournit, malgré les petites erreurs. Je trouve que c'est efficace, mais il ne faut pas se contenter uniquement que de ça. Faut aussi, exactement. Il ne faut pas se fier déjà aussi, surtout, il ne faut pas se fier à lui. Il faut toujours qu'il y ait une relecture et d'autres sources, tu vois, pour voir et peaufiner, quoi. Et c'est plus que peaufiner. Et après, faire ça, prendre ce qu'il te propose, garder ce qui te plaît et le mettre à ta sauce, quoi. Tout à fait.
Là, je lui ai demandé, tu vois, hier, un truc tout con. Là, on participe à un festival avec mon autre boîte. On aura peut-être l'occasion d'en parler vendredi et samedi. Je lui dis, vas-y, donne-moi des idées pour animer notre stand, pour que ça soit pas boring, faire des animations un peu originales sur le stand. Bon, il m'a donné des idées complètement à côté de la plaque et d'autres qui étaient mignonnes que je me suis dit, ok, comment je peux me les approprier, ces idées. Et donc pour ça c'était cool, tu vois, parce que j'ai aucune compétence là-dedans, comment animer mon stand sur un festival, tu vois, j'ai jamais fait ça en plus. Donc là, il avait toute sa... Enfin, c'était intéressant de lui poser la question. Je ne sais pas si tu as appris une formule pour ChatGPT. Ouais, j'ai la 4, quoi, la version pro. Ah oui, d'accord, ok. Où je paye 20 € par mois. Parce que les versions pro donnent des réponses quand même plus pertinentes que les versions, on va dire, quand tu n'es pas inscrit, quoi, je veux dire. Ou c'est un peu plus à l'arrache, quoi. Ouais. Par contre, pour le visuel, bon là, ils sont en train de progresser, mais les visuels, ils sont pas à la hauteur encore avec ChatGPT. Mais je crois que c'est Perplexity ou d'autres qui sont, eux, spécialisés dans toute la création visuelle. Mais je vois des trucs. Moi, j'ai une copine qui est spécialisée là-dedans, dans la DA, mais avec l'intelligence artificielle. Mais elle réussit à faire des choses, mais spectaculaires. Tu peux pas imaginer que c'est l'intelligence artificielle qui t'a fait ça. Ah ouais. Je crois qu'il y a vraiment eu un shooting photo avec des modèles qui ont eu des maquilleurs et tout, des coiffeurs qui sont partis à l'autre bout du monde. Mais en fait, non. En fait, ça te fait réaliser beaucoup d'économies aussi. Mais moi, je vois pas l'intelligence artificielle comme Enfin, pour moi, c'est pas voilà, pour revenir à mon père, ce qu'il craint, lui, c'est la suppression des emplois. Ouais. Tu vois, avec l'intelligence artificielle. Moi, je vois pas ça comme ça. Je pense que l'intelligence artificielle, ça va démultiplier les talents des gens qui vont s'emparer de cet outil. Et effectivement, peut-être mettre à l'écart ceux qui l'ont pris d'un revers de main et qui ont dit non mais ça marchera jamais, comme Google il y a 20 ans ou comme Airbnb il y a 17 ans, ça marchera jamais. Mmh. Je pense qu'il faut prendre le train, quoi qu'il arrive, et essayer d'appréhender, de savoir l'utiliser au mieux, parce que moi aujourd'hui je l'utilise peut-être à 0,5% de ses capacités, hein. Tu vois, j'ai pas je pense qu'il faut que je fasse même des formations pour exploiter le potentiel infini de cet outil. En fait, le but c'est toujours d'être meilleur pour tes clients, quoi. Oui. D'être la meilleure version de toi-même. C'est pour ça que je te dis, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est clairement un exosquelette. Ça te démultiplie les talents que tu as déjà en tant qu'humain. Ça va pas t'en créer. C'est ça. Ouais. Alors, j'imagine aussi qu'en l'espace de 15 ans, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'attachés de presse indépendants, ce qui n'était peut-être pas vraiment le cas il y a 15 ans. Selon toi, est-ce que c'est plus difficile d'être un attaché de presse indépendant ? Franchement, je sais pas te dire ça. Alors, je sais pas combien on est. Je crois qu'on est plusieurs milliers. Hein, on est plusieurs milliers en France d'attachés de presse. Combien, je sais pas, mais il y a ce qu'il faut. Oui. Le plus dur, c'est de se démarquer, en fait. C'est parce que, voilà, on est tellement nombreuses. On fait foncièrement le même métier, hein. Quand tu es attaché de presse, c'est à peu près toujours la même chose. Après, ce qui nous différencie, c'est nos domaines d'expertise. Tu as des attachés de presse spécialisés en finance, spécialisés dans l'univers des startups, spécialisés dans l'hôtellerie, spécialisés dans l'univers médical. Enfin, tu as tous les domaines, hein, évidemment, d'expertise. Mais je pense qu'on a une chance aujourd'hui, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Et donc, grâce au personal branding, dans lequel je crois aussi énormément, ça peut nous aider, ce qui n'existait pas, tu vois, il y a 20 ans, le personal branding, qu'est-ce que c'est, les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est. Ça te permet d'avoir une fenêtre ouverte sur le monde et de pouvoir exprimer qui tu es. Au-delà de dire ce que tu fais, parce que voilà, des attaches presse, je te dis, il y en a des milliers et des milliers en France, on fait tout à peu près le même job. Mais je pense que les gens aujourd'hui veulent plus savoir qui tu es que ce que tu fais. Et c'est plus par rapport à ta personnalité que tu vas signer un client que forcément par rapport à ton expertise. Bien sûr, hein, ils cherchent ton expertise, mais ce qui va te différencier avec 3 attachés de presse, tu vois, qui font tout à peu près la même chose,
c'est ta personnalité, ce que tu mets en avant sur les réseaux sociaux, ce qui ressort de toi dans les recherches sur Google et sur ChatGPT. Et oui. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est aussi une source pour trouver des articles. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important de savoir parler, de prompter pour être référencé après aussi sur ChatGPT, parce qu'on le voit, hein, les recherches aujourd'hui se font de plus en plus sur ChatGPT et de moins en moins sur Google. Parfois, je signale à ChatGPT quand il commet des petites erreurs. Parce que des fois, je dis, oh, tu t'es trompé, là, c'est plutôt ça. Et la réponse dit, ah, bah, tu as parfaitement raison. Qu'est-ce qu'il est poli, ce ChatGPT. Oui. Mais je pense, moi, tu sais, je lui parle toujours avec beaucoup de. Je dis bonjour, je dis merci. Je fais, ah non, là, ça va pas. Je lui dis toujours merci. Moi aussi. Parce que j'ai vu déjà, je le faisais de façon spontanée déjà au début. Et puis un jour, j'ai vu un mème très drôle qui te met une photo genre. Tu vois les gens qui parlent comme de la merde à ChatGPT et les gens qui lui ont toujours parlé avec beaucoup de politesse. Et genre dans 20 ans, peut-être que ChatGPT va devenir beaucoup plus puissant que ce qu'on croit déjà et il va se venger sur ceux qui lui ont mal parlé. Ouais. Puis quand même, j'ai gardé ça dans mon esprit. On sait jamais. Ah oui. Et comment tu vois ce métier dans 15 ans où tu seras probablement encore en activité ? C'est-à-dire pas encore retraité, quoi, je veux dire. En fait, moi, déjà, avant d'attendre 15 ans, alors effectivement, j'ai une vision long-termiste parce que, comme tu le sais, j'ai monté une autre boîte à côté de Sarah Gerlicher Communication. J'ai monté Smart PR, qui est un peu l'évolution du métier d'attaché de presse. Donc, c'est pas une agence, c'est pas du tout concurrentiel, c'est vraiment deux services complètement différents où, grâce à une plateforme, donc c'est une plateforme qui est accessible sur Internet. Tu tapes Smart PR, SMART-PR, et les marques, donc ce qui est accessible aux marques, aux journalistes et aux influenceurs qui cherchent, pour les marques, de la visibilité, de la notoriété, et pour les journalistes et les influenceurs, à dénicher des nouvelles pépites. D'ailleurs, est-ce que tu es inscrit, Kevin, sur Smart PR ? Pas encore, mais je vais qu'est-ce que t'attends ? Je vais le faire cet été. Fais-le. Après l'épisode. Donc voilà, moi je pense que déjà, j'attends pas, depuis toujours je me suis dit que le monde des relations presse, il était un peu endormi, tu vois. On fait le même métier depuis sa création, je crois que ça a été créé au début du siècle. Le métier le premier attaché de presse a été créé au début du siècle, je crois. Non, au début du siècle 1900 ou 1940, je crois. Petit cours d'histoire. Ou même, début 1900, entre 1900 et 1940. Donc il y a quand même une grosse fourchette. Mais bon, c'est un métier qui a une centaine d'années et qui n'a pas beaucoup évolué. Et donc j'ai essayé de trouver une alternative à notre métier qui est peu connu et qui est souvent inaccessible financièrement aux marques. Et donc pour moi, ça ne doit pas être un frein. L'argent ne doit pas être un frein. Ça ne veut pas dire que c'est un service qui est moins qualitatif, pas du tout. C'est juste une façon différente d'appréhender les relations presse, qui est sur le digital déjà. Et on a essayé d'automatiser le plus de tâches possible grâce à l'intelligence artificielle. Il y a un peu d'IA sur Smart PR. Et voilà, donc on veut, avec cette plateforme, avec Smart PR, aider les marques à avoir de la notoriété, à faire connaître ce qu'elles font, et les journalistes et les influenceurs à leur faire gagner du temps et à leur faire découvrir des marques auxquelles elles n'auraient jamais eu accès par manque de temps, clairement. Parce que souvent, les journalistes, on sait vos problématiques, c'est que vous travaillez souvent avec les attachés de presse que vous connaissez. Et donc, c'est aussi pour ça que moi, j'ai envie de casser ce schéma-là, que souvent, on entend parler de toujours des mêmes marques, tu vois, quand tu ouvres un magazine, quand tu allumes ta télé, tu allumes ta radio, on parle très souvent des mêmes. Et pour moi, c'est injuste. Mais même si ces mêmes souvent sont des très grands acteurs et ils méritent cette notoriété, mais pas que. Pour moi, il y a de la place aussi pour des marques qui n'ont pas la chance d'avoir une attachée de presse qui paye plusieurs milliers d'euros par mois, mais qui ont autant le droit et la légitimité
à cette notoriété, à cette visibilité, pour que leur marque explose tout simplement, pour que leur entreprise soit saine, hein, parce qu'une entreprise saine, ça passe par de la notoriété, quoi que tu veuilles faire, quoi. Il n'y a pas une entreprise qui s'ouvre aujourd'hui qui va te dire « moi j'ai pas besoin qu'on sache ce que je fais ». Que tu sois électricien, que tu sois serrurier, que tu sois dentiste, que tu sois avocat, que tu sois... Bon, après, il y a certaines réglementations pour certains métiers. Que tu montes ta start-up, que tu montes ta boulangerie, tu veux forcément faire savoir ce que tu fais, quoi que tu fasses. Et donc nous, on est là, on fait partie d'un spectre pour t'aider à faire savoir ce que tu fais. Parmi beaucoup d'autres, hein. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont là, compétents. Je pense à l'ADS, je pense aux créateurs de contenu, aux photographes qui sont là aussi, et aux attachés de presse qui font partie de cet orchestre pour que la symphonie soit belle, pour que on arrive à ton objectif, c'est-à-dire que tu deviennes incontournable et qu'on vienne chez toi et un peu moins chez ton concurrent. Oui. Voilà. Avant de terminer, quel conseil tu donnerais à un ou une jeune attachée de presse en devenir, par exemple quelqu'un qui est à l'EFAP ou bien même dans des écoles de communication, hein, par exemple? En conseil, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner, mais si je devais en donner un, c'est la curiosité. C'est avoir soif d'apprendre, être curieux et de voyager. Franchement, je pense que la meilleure formation, c'est d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs de chez toi. Tu vas sortir de ton cocon, sortir de ta zone de confort et te mettre un peu en zone d'apprentissage, si tu veux. Et je pense que la meilleure des façons, c'est le voyage. C'est d'aller, et je te parle pas de Londres, hein, forcément. Ou après, Londres, ça peut être super bien aussi. Si tu sais pas bien parler la langue, ça c'est génial. Ça te pousse à l'apprendre, à aller vers les gens pour te débrouiller. Mais le voyage, je pense que c'est très puissant en termes de rencontres et d'apprentissage, quoi. D'accord. Alors là, c'est l'été. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles pour la rentrée avec d'autres clients? Ouais, bien sûr, on a des très bonnes nouvelles. On a des très jolis des clients dont je suis très très fière qui arrivent à l'agence. Et donc ça, c'est super cool. Et surtout, moi, ce qui me rend le plus fière, c'est aussi des clients avec lesquels j'ai re-signé. Tu vois, des clients qui sont là depuis 3 ans, depuis les débuts de l'agence. Ça, c'est ma plus grande fierté. Donc en nouveau projet, donc on a évidemment des nouveaux clients. On a des nouvelles personnes qui vont arriver à l'agence, des nouvelles attachées de presse qui vont arriver à l'agence pour muscler cet effort commun. Et puis évidemment, je vais beaucoup bosser sur le développement de Smart PR avec mes associés cet été. D'accord. En tout cas, c'est un été où tu vas rester studieuse, quoi. Non, je me prends quand même quelques semaines, vacances, mais tu t'arrives. Moi, malheureusement, j'arrive pas vraiment à débrancher, quoi. Ah oui. Non. C'est ton mari qui doit être déçu. Et mes enfants. Oui, c'est ça. Mais bon, eux, ils vont bien profiter des vacances. Mais je m'éclate, c'est ce que je te disais. C'est la passion, vraiment. J'ai cette soif, j'ai cette reconnaissance d'être là où je suis aujourd'hui, d'être entourée de gens mais tellement cool, tellement intelligents. Moi qui était pas bonne à l'école, tu vois, aujourd'hui, je me nourris de ces personnes que je rencontre, j'apprends énormément. J'ai ce besoin de cette revanche, peut-être, je sais pas, mais d'apprentissage, d'apprendre. J'ai pas, et encore une fois, voilà, si je dois terminer sur ça, j'ai pas l'impression de travailler une seule journée de ma vie. Je m'éclate. Et justement, ton père qui était déçu quand tu lui avais menti il y a plus de 20 ans, qu'est-ce qu'il pense de toi aujourd'hui? C'est mignon. Aujourd'hui, il me dit « Je suis très fière de toi, ma fille. Je suis très fière de toi. » Et donc ça, c'est quand je l'entends, lui me dire ça, ça fait plaisir. Et c'est l'une des plus belles récompenses, ou la plus belle, peut-être. Ouais, l'une des plus belles récompenses. La plus belle, ce sera quand mes enfants me diront j'ai compris ce que tu fais et je comprends pourquoi tu prenais autant de temps là-dessus.
Eh ben, c'est super. Merci à toi, Sarah. Merci Kevin, merci beaucoup à toi. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors LinkedIn, beaucoup, je suis beaucoup sur LinkedIn, Sarah Gerlicher. J'aime bien prendre la parole. Et sur Insta, Sarah Gerlicher Communication et Smart PR. Ok, ça marche. Merci encore, Sarah. Merci à toi. Merci aussi à Axel Poulet pour l'enregistrement et à la SCAM pour le studio. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur toutes les plateformes. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Source Inspiration au pluriel.